Ok, je crois qu'on va reprendre. Il se peut que je termine avant la fin, en fait, parce que j'ai préparé trop... je crois que je suis allé un peu trop vite, je ne sais pas, on verra. Voilà, mais tant pis, si on finit un petit peu avant. Alors, l'innovation, donc, je voudrais maintenant revenir à mes Finlandais. Vous vous souvenez? Mais je vais regarder l'aspect innovation et inégalité et mobilité sociale à partir de mes données individuelles finlandaises. Donc, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, nous avons montré, j'avais regardé des données, là, ce que j'ai fait sur les États-Unis, je regarde des données agrégées, c'est-à-dire je dis, voilà, comment je relie l'inégalité au niveau d'un État américain à une année donnée à la quantité totale d'innovation dans cet État, 1 an avant, 2 ans avant, etc. D'accord? Donc, c'est quand même des données agrégées au niveau d'un État. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est suivre des individus. C'est de dire, voilà, on va recenser les innovateurs individuellement, on va regarder leurs revenus et l'évolution de leurs revenus, d'accord? Et on va regarder la mobilité sociale. Alors, dans la mobilité sociale de l'innovateur, il y avait d'abord la question que nous nous étions posée la dernière fois, j'y reviens très brièvement pour ceux qui n'étaient pas là, c'est de dire d'abord, est-ce qu'il y a de la mobilité dans le fait de devenir innovateur? Parce qu'il se peut que le fait de devenir innovateur soit relié au milieu social dont je suis issu, d'accord? Ou pas. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est conditionnellement à innover, est-ce que vraiment ça me permet de gravir les échelons de la distribution des revenus? Vous voyez, donc la question de la mobilité, il y a les deux aspects. Alors j'avais regardé un peu le premier, donc vous vous souvenez, c'est ce papier, on a des données de recensement individuel, des données de revenus individuels, on a des données de brevets, on sait chaque individu s'il a breveté ou pas, on a des données de QI pour les hommes, parce que le service militaire est obligatoire pour les hommes en Finlande, et donc ils font des tests de QI. On a des données également d'entreprise et qui permet de dire, voilà, moi je suis dans l'entreprise, je connais non seulement mon revenu à moi, mais le revenu des travailleurs peu qualifiés, des travailleurs qualifiés, des managers et des propriétaires de l'entreprise, d'accord? Et donc, on peut étudier de manière très très précise qu'est-ce qui détermine le fait ou pas de devenir un innovateur, en tout cas, quelle est l'importance des facteurs sociaux ou autres. Et puis, on peut regarder l'effet qu'a le fait d'innover sur les revenus et la mobilité sociale. D'accord? Mais là, on le fait à un niveau individuel. Et on va voir que cette analyse sur des revenus individuels, eh bien, elle fait écho à l'analyse que j'ai faite sur données agrégées et données américaines. Voilà. Donc, c'est quand même toujours utile. J'ai toujours cette idée que je vous ai dit, c'est-à-dire que les certaines idées, d'abord, il faut explorer leur robustesse. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de partir sur une idée, de voir que les données ne marchaient pas du tout. Et j'ai dû revoir ma théorie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues du tout. Je crois que c'est très important parce qu'il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une idée a priori, quel que soit ce que les données leur disent, ils ne revoient jamais leur théorie, quoi. Donc ça, c'est pas bon. Il faut que vous fassiez l'aller-retour entre la théorie et voilà, on peut partir d'un a priori, mais il faut faire de l'updating, comme on dit en anglais, hein, de l'actualisation, quoi. Et donc, voilà. Donc ça, je crois que c'est très important. Donc, on avait vu la dernière fois, je résume sur quelques schémas pour que comme ça je vous rafraîchis la mémoire un petit peu sur mes inventeurs finlandais. On avait vu qu'on avait des inventeurs finlandais, on avait depuis des données qui remontent aux années 60, on sait donc la quantité, quand est-ce qu'ils ont fait des innovations enregistrées à la European Patent Office, là c'est plus la US Patent Office, c'est la European Patent Office, je connais le revenu des innovateurs, je connais le revenu des parents, je connais l'éducation des parents, je connais l'éducation de l'inventeur, le niveau d'éducation et s'il a fait des études de sciences ou pas de sciences, donc je connais ces tests de QI, d'accord, si c'est un homme, d'accord? Donc, il y a le sexe masculin. Donc, je peux dire beaucoup de choses. Donc, déjà, la première chose que j'avais dite, c'est que, en fait, eh bien, dans les données, on voyait que de manière très surprenante, alors que la Finlande est un pays très égalitaire en termes d'éducation, tout le monde accède en Finlande à une éducation de qualité. Eh bien, malgré ça, il y avait une influence. Là, je mets ici le revenu du papa, et là, je mets la probabilité d'inventer, et je vois que le revenu du père, eh bien, quand on a un père qui est disons, dans les déciles supérieurs ou tout en haut de la distribution de revenus, on a beaucoup plus de chances d'inventer que si on a un papa qui est dans les revenus inférieurs. Et pourtant, c'est la Finlande, pays très égalitaire s'il en est, d'accord ?
Et alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir des données, ça c'est des données simplement, j'ai juste tracé sans aucun contrôle, mais après ce que j'ai fait, c'est une régression où j'ai régressé la probabilité d'inventer sur le revenu des parents en contrôlant pour toute une série de choses, et je trouve la même courbe. Donc c'est une courbe qui est très robuste, quoi. Elle est robuste au fait de faire une régression sérieusement en mettant tous les contrôles qu'on met dans ce genre de régression pour les effets individuels, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment cette relation et je veux comprendre d'où ça vient. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que déjà, il y avait... Alors, on pourrait dire qu'il y a plusieurs histoires. Une des histoires, c'est que le papa plus riche, il vous paye des meilleures écoles, mais ça, c'est pas possible en Finlande parce que l'école est gratuite. Donc, ça ne peut pas être l'explication. Ça pourrait être que le papa plus riche est en général plus éduqué, et il vous transfère son éducation. Et ça vous aide à être innovateur. Et on avait vu que quand on contrôlait pour le niveau d'éducation des parents, là, effectivement, on baissait un peu la courbe en contrôlant pour l'éducation des parents, l'effet du revenu, l'effet résiduel du revenu des parents baissait. Il restait encore quelque chose, mais il baissait. Donc il y a quand même certainement en partie cette explication qu'un papa ou une maman qui gagne mieux, c'est des parents plus éduqués qui donc vous aident à faire vos devoirs ou vous aident, complètent l'éducation qui vous est donnée à l'école et donc vous augmente votre probabilité d'innover. D'accord ? Il y avait également le QI. Cet événement, c'est qu'on a vu que le QI aide aussi, évidemment. Donc, quand je contrôle pour le QI, ben, ça aide. Alors maintenant, il y a toute la question de savoir pourquoi le QI aiderait à réduire un petit peu l'effet des parents. Alors, il y a différentes hypothèses. Et là, j'étais très prudent parce que je ne veux pas dire de choses que je ne sais pas. Il y avait d'ailleurs une personne, je ne sais pas si elle est là, qui m'a posé une question la dernière fois. Est-ce qu'elle peut lever la main ? Elle n'était pas là, ben elle n'est pas revenue alors. Moi j'avais dit justement, je vais parler de ce que vous avez dit la prochaine fois. Ben alors c'est vrai. C'est qu'elle avait fait remarquer très justement que quand je contrôlais pour le QI, l'éducation de la mère était beaucoup moins importante. Donc en grande partie, dans le QI, il y a certainement l'input de la mère. Voilà. Et je voulais le dire que c'est une chose très intéressante. Il y a aussi le QI du père, parce que j'ai le QI du père, en tout cas pour les pères jeunes. Moi malheureusement, je ne tombe pas dans le... Je suis très déprimant, je suis en dehors du donné, je suis trop vieux. Donc voilà. Mais donc en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui là-dedans est éducation dans le QI et qu'est-ce qui est autre chose. Mais en tout cas, il y a aussi de l'éducation et il y a aussi de l'environnement social dans le QI lui-même. Voilà. Et puis alors ensuite, on avait contrôlé pour l'éducation de l'enfant. Et on a vu que l'éducation de l'enfant absorbe tout, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai contrôlé pour le niveau d'éducation de l'enfant, eh bien, il ne reste pratiquement plus rien de la dépendance, de la probabilité de l'enfant d'innover par rapport au revenu du papa. J'ai un petit truc là, ça peut être le fait qu'un papa un peu plus riche, il est mieux connecté, donc il va pouvoir me présenter à des financiers ou à des gens qui m'aident, ou que le papa plus riche peut me mettre le pied à l'étrier pour créer un nouveau business un peu plus facilement. Mais vous voyez, ça joue sur très très peu quand même, hein. Et donc tout passe par l'éducation. Mais on a vu que dans l'éducation elle-même, donc tout passe par l'éducation, mais on a vu que l'éducation elle-même, c'était pas mal l'éducation des parents et en partie le QI, mais que le QI lui-même avait des chances d'être lié en partie à l'éducation. Donc le résultat des cours, c'est que quand même, l'éducation c'est très important et donc il faut miser à fond sur une éducation de qualité. C'est le meilleur, c'est ce qu'on peut faire de plus pour maximiser la mobilité dans le fait de devenir innovant, hein, de devenir innovateur. Pour minimiser la dépendance de la probabilité d'innovation par rapport au revenu des parents, éducation, 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 et de qualité, d'accord ? Donc voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu hier. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose d'autre ici. Je veux dire maintenant, bon, ça, c'est la première leçon. C'est que même en Finlande, il n'y a pas une mobilité absolue dans le fait de devenir innovateur. Tout le monde n'a pas les mêmes chances de devenir innovateur. Le milieu social joue un rôle, certainement moins qu'aux États-Unis. Moi, je vous parie que si je faisais la même chose, malheureusement, aux États-Unis, on ne connaît pas l'éducation des parents et le QI, etc. Si je refaisais les mêmes trucs, même en contrôlant pour l'éducation des enfants, la partie résiduelle du revenu des parents serait plus grande aux États-Unis, à mon avis, qu'elle l'est en Finlande. Certes, ça, c'est ma conjecture. Mais bon, elle est à vérifier, évidemment. Alors maintenant, on peut se poser la deuxième question, c'est de dire... Ah, le micro, je l'ai arrêté, là ? Alors là, maintenant, ce que je regarde, c'est que je dis, voilà, donc déjà, il y a la mobilité pour devenir un inventeur. Maintenant, quel est le revenu des inventeurs? Et on voit là que, je regarde le revenu conditionnellement à inventer au temps t égale 0. Et je vois que si j'invente, j'augmente mon revenu de 1% chacune des années pendant 10 ans. C'est énorme. J'augmente mon salaire de 1%
maintenant, l'année suivante, l'année suivante, l'année suivante, l'année suivante. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a un impact sur le salaire du fait d'innover. Alors vous pourriez vous dire, c'est peut-être parce que les innovateurs sont plus qualifiés ou sont meilleurs, etc. Mais je contrôle pour tout ça. Vous voyez, je contrôle pour le fait qu'il y aurait de la sélection là-dedans, que n'importe qui n'est pas innovateur. Voilà, je contrôle pour ça dans cette régression. Et on voit que innover, eh bien, ça vous donne sacrément des augmentations de revenus. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Et je le vois là sur des données individuelles. Je regarde l'individu, il innove, je vois ses revenus après, et je vois qu'il y a clairement, par rapport à quelqu'un qui n'a pas innové, il y a une augmentation de salaire. Maintenant, je peux regarder qu'est-ce qui se passe avec un co-travailleur pas qualifié. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est quelqu'un qui travaille dans la même entreprise, mais qui est ce qu'on appelle en anglais un blue collar, c'est-à-dire un travailleur en col bleu ou travailleur pas qualifié. Voilà. Eh bien, initialement, il profite aussi de l'innovation. Mais à long terme, il n'en profite pas. Donc peut-être ce qui se passe, c'est que comme il y a eu cette innovation, eh bien, il va y avoir des changements organisationnels dans l'entreprise à moyen terme qui vont en fait baisser le revenu des travailleurs non qualifiés. Donc c'est intéressant, on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais c'est intéressant, c'est que vous avez aussi un effet initialement positif et ensuite négatif sur les travailleurs non qualifiés. Mais ensuite, le plus intéressant, vous pouvez regarder l'effet sur les senior managers, les senior white collar. Et là, vous voyez toujours un effet positif, un peu moins. Vous voyez, là, on peut le voir, l'effet. Là, je le vois, l'effet positif pratiquement tout le temps pour ces gens-là. Voyez, donc ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est des effets, eux n'ont pas innové eux-mêmes. C'est simplement qu'ils sont dans une entreprise, ils ont des positions managériales dans une entreprise où quelqu'un a innové. Et vous voyez que ça a des effets pas seulement sur vous, ça a des effets sur les autres. C'est ce qu'on appelle des externalités. Je reviendrai sur les externalités plus tard dans le cours. On verra qu'il y a toujours ces externalités. C'est quelque part, moi, quand j'innove, je vous donne quelque chose à vous aussi. J'augmente votre productivité à vous aussi. C'est très important, ces effets d'externalité, vous voyez ? Bon, et alors maintenant, le truc le plus intéressant, c'est les entrepreneurs. C'est-à-dire que ce qu'on montre, c'est que quand quelqu'un innove, eh bien, un entrepreneur qui, lui, n'est pas forcément innovateur, il voit son revenu augmenter beaucoup plus que le revenu de l'inventeur. Vous voyez ? Il profite plus que l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas d'avoir ce qu'il a. Il a quand même peut-être fourni les équipements, les moyens financiers, etc., quoi. Mais il profite davantage. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'entrepreneur, il a presque 10 fois dans le long terme ce qu'a l'inventeur lui-même, quoi. Donc, c'est très intéressant parce qu'en général, on n'invente pas tout seul. On est lié. Alors, il y a des auto-entrepreneurs inventeurs, mais la plupart sont dans des entreprises et il y a les financiers. Je n'ai pas montré les financiers, mais il y a les entrepreneurs, etc. Et les différentes parties gagnent différemment. Et ça, c'est très intéressant à regarder. D'accord ? Alors maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est, je me pose la question de la mobilité, ce que j'appelle la income mobility, c'est-à-dire de savoir, voilà, j'avais 35 ans, j'en ai 45. Moi, j'en ai un peu plus, j'ai 45 et demi. Et alors, je peux regarder mon revenu à 45 ans. Ah oui, ça a recommencé la même chose. Vous voyez, dès que je dis que je vieillis, là, mon micro tombe. Voilà. Je peux regarder mon revenu à 45 en fonction de mon revenu à 35. Et on voit qu'en général, il y a une dépendance de mon revenu, il y a une certaine inertie du revenu. Mon revenu à 45 dépend de mon revenu à 35 ans. Mais moins si je suis inventeur. Vous voyez, regardez ça. Ça veut dire que si je suis inventeur, mon revenu dépend moins de ce que c'était initialement. J'échappe à mon passé davantage en innovant. Donc ça veut dire que c'est une source de mobilité sociale. Alors maintenant, on pourrait se dire que c'est dû uniquement, que ça peut être un phénomène de sélection, mais je compare toujours les inventeurs aux non-inventeurs qui ont exactement les mêmes caractéristiques observables, même revenu des parents, même éducation des parents, même éducation eux-mêmes, même QI, même tout ce que vous voulez, et je vois que même indépendamment, même en ne comparant un innovateur qu'à un non-innovateur qui est en tout point identique, sauf qu'il n'a pas inventé et que vous avez inventé dans l'année t égale 0, eh bien, on voit les mêmes effets dans la colonne de droite que dans la colonne de gauche. Vous voyez, ce n'est pas des effets de sélection du tout. C'est vraiment un effet, j'ai inventé, j'échappe à mon passé. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça va tout à fait dans l'idée de... C'est un facteur de mobilité par rapport à vous-même. C'est-à-dire que quand vous inventez, ça vous permet de monter, démarrant de quelque chose de faible, d'augmenter votre revenu au cours du temps. Mais après, on peut regarder la mobilité sociale. La mobilité sociale, c'est votre revenu par rapport au revenu du papa ou des parents. Et
là, je régresse mon revenu par rapport au revenu de mes parents. Et donc, a priori, ben, c'est très corrélé. Seulement, si je suis inventeur, eh bien, ça annule l'effet. Vous voyez, regardez, devenir inventeur annule l'effet du revenu paternel. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que si j'invente, eh bien, alors, mais effectivement, ça ne suffit pas parce que dans le fait d'inventer, le revenu paternel jouait un rôle. Mais il jouait un rôle pour toutes les raisons qu'on a données. Mais oublions ce que j'avais dit avant. Si devenir inventeur annule l'effet du revenu paternel. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui me permet de devenir inventeur? Mais donc c'est très intéressant parce que l'invention est un facteur de mobilité sociale, mais là on le voit sur des données individuelles, tandis que tout à l'heure je l'avais montré sur des données agrégées. Je remonte la même chose, l'invention vous permet de monter dans la hiérarchie des revenus et ça crée de la mobilité sociale. Et ça, on le voit du point de vue individuel. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on montre avec ça. Donc l'innovation induit la mobilité sociale, mais l'environnement familial affecte la probabilité d'innover, en particulier à travers l'éducation. Ça, c'est ce que montrent les revenus individuels. Mais vous voyez, j'ai retrouvé cette idée de lien entre innovation, dynamique des revenus, inégalité et mobilité sociale. Alors maintenant, je vais passer à la partie suivante. Il est quelle heure maintenant ? Quelle heure j'ai là? Ah oui, je crois que il se peut que je termine avant la fin, on verra. J'ai toujours peur de terminer trop tôt. Mais on peut peut-être après débattre, peut-être à ce moment-là. Peut-être que je peux prendre des questions, ça serait sympa. Alors, innovation, inégalité de salaire entre firmes. Et là, donc là, c'est intéressant parce qu'il y a eu cette étude de Bloom et co-auteurs. Donc ça, c'est une recherche en cours. Voilà, donc là, je suis en train, ce que je vais vous montrer là, je ne l'avais pas il y a une semaine, d'accord? Donc c'est mon idée toujours que je dois vous montrer ici de la recherche en train de se faire, d'accord? Donc toujours Blondel, Rachel Griffiths, qui est aussi au Institute of Fiscal Studies à Londres, et mon étudiant Antonin Bergeau. Et il y a un récent travail de mes co-auteurs Bloom est à Stanford avec d'autres gens qui suggère que l'accroissement des inégalités salariales est plutôt observé entre firmes qu'au sein d'une firme. Et donc, et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut donc regarder si l'innovation a quelque chose à voir avec ça. Et parce qu'on peut se dire, ben oui, voilà, il y a les firmes innovantes et les firmes pas innovantes. Et donc, si vous voulez, eh bien, les données que l'on utilise, c'est des données ONS et Office of National Statistics anglaises sur la R&D des entreprises. Et ça couvre toutes les entreprises britanniques de plus de 400 employés entre 2004 et 2013. Et on les croise avec des données individuelles de 1% de la population britannique, mais tirées au hasard à partir des codes de sécurité sociale. Donc, et on prend au hasard 1%. En France, en fait, on pourrait le faire sur tout l'ensemble de la population. Et on voit déjà cette façon, comme c'est extrêmement sélectionné au hasard, c'est sans problème. Et on connaît, pour les gens, on connaît leur profession, on connaît leur degré de compétence, leur skill en anglais, hein, skill, est-ce que tu es... on connaît le salaire, on connaît le nombre d'heures travaillées, et on se limite aux entreprises privées, d'accord? Ce qui fait une population de 35 000 entreprises à peu près, mais au cours du temps. Donc, comme c'est au cours du temps, on regarde la même entreprise plusieurs fois, puisqu'on la regarde au cours du temps, et ça fait un total de 600 000 observations. Donc voilà, donc ça vous donne un petit peu, là, au cours du temps, vous voyez le nombre d'observations qu'on a, et voilà le nombre d'entreprises qu'on regarde, voilà, finalement. Donc c'est quand même pas mal, c'est un échantillon pour faire de l'économétrie, ça c'est des jolis nombres, hein, c'est-à-dire que ça fait de la très belle économétrie avec des nombres comme ça. Voilà. Donc, alors maintenant, une firme je vais définir une firme comme innovante si, depuis 1994, eh bien, au moins une fois, elle a déclaré au moins 1 livre de dépenses en R&D. C'est pas beaucoup, hein, 1 livre. Hein. Voilà. Donc, et la plupart sont à 0. Vous voyez, donc voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai défini une firme innovante si au moins une fois dans sa vie, elle a innové, quoi. Et puis on peut regarder si une entreprise est innovante chaque année, d'accord? Donc ça vous donne le nombre, par exemple, en 2004. Voilà le nombre de firmes qui ont au moins innové une fois depuis 1994, et voilà le nombre de firmes qui innovent qui dépensent en R&D en 2004. Vous voyez, vous faites ça pour chaque année. Et comme on regarde ces firmes au cours du temps, voilà le nombre d'observations qu'on obtient, évidemment. En 2013, plus on avance, plus on a d'observations pour chaque firme, puisqu'on a l'histoire avance, évidemment. Hein. Et voilà, donc ça vous donne un petit peu l'échantillon. Hein. Et à ce moment-là, on peut regarder des choses. D'abord, on peut montrer
que les entreprises innovantes sont différentes des entreprises moins innovantes. Les entreprises qui investissent plus en R&D ou qui brevettent plus, alors pour le moment on n'a pas regardé les brevets, on a regardé les dépenses en R&D, mais on s'apprête à regarder les brevets, mais là il faut qu'on ait la base de brevets bien contrôlée, et donc ça va être pas mal de boulot, mais c'est le truc qu'on va faire après. Eh bien ce qu'on voit c'est que les firmes qui innovent plus, qui investissent plus en R&D, eh bien vous voyez que le salaire moyen sont plus élevés. Vous voyez, là, ils sont à 25 509 au lieu de 21 469. Vous voyez, donc voilà, les entreprises qui investissent, disons, en R&D par rapport à celles qui n'investissent pas du tout. L'autre chose, c'est qu'il y a un peu plus de gens à temps plein dans les firmes innovantes que les firmes pas innovantes. Elles emploient une fraction plus grande sont à temps plein plutôt qu'à temps partiel. Voilà, c'est intéressant. Une autre chose intéressante, c'est que, je ne sais pas pourquoi, il y a plus de, c'est regrettable, mais il y a une partie, disons, l'emploi masculin a l'air d'être plus important dans les entreprises innovantes que pas innovantes. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je vois des gens déjà hocher de la tête, là. Oui, je ne sais pas si c'est vrai, si ça sera vrai avec les brevets, alors je ne sais pas. Et voilà. Et donc, on voit comme ça des choses, je ne sais pas trop ce que ça... Voilà. Donc, on va voir si c'est... Alors, alors là, ce qui est intéressant, c'est que je regarde l'âge des gens. Et je regarde quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise non innovante et quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise innovante. En général, le salaire augmente avec l'âge parce que j'acquiers de l'expérience. D'accord? Et j'ai donc un retour sur expérience. Donc, en général, ces courbes sont croissantes. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, elles décroissent un peu là. Peut-être que je gagne un peu. Je suis moins après, à un moment donné, je vais moins. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, dans les R&D, mon gain à l'expérience va être plus grand. Vous voyez, je veux dire, donc au cours de l'âge, je vais gagner plus, mais d'autant plus si je travaille dans une firme innovante. Bon, ça fait sens quand même. Hein. D'accord? Je vois pas de... donc on regarde les premières choses qui ont l'air raisonnables, si vous voulez. Et puis on va tomber sur une énigme. Hein. C'est toujours comme ça. Donc déjà, vous devez vous assurer que votre base de données, elle ne dit pas n'importe quoi. Donc c'est déjà sécurisant. Si on vous dit qu'une firme innovante paye mieux qu'une firme innovante, c'est ce que vous attendez à ça. Il y a un minimum, voilà, pour vous sentir à l'aise avec vos données. Parce que dire, voilà. D'ailleurs, c'est très marrant parce que Blandel, il est formidable. Des fois, les données partent dans tous les sens. C'est un peu comme Minko Balkanski, tu vois. Il me disait, quand il y avait un étudiant, mon ami, il disait que ça partait dans tous les sens, les étudiants paniquaient, et lui, il était très calme. Il disait, mais non, c'est même très intéressant. Et Blandel est tout à fait comme ça. Quand ça part comme ça, lui, il trouve que c'est très intéressant. Nous, on panique tout de suite, et lui dit, mais non, c'est très, très intéressant. Alors là, on regarde la distribution des salaires, et de 0 à 100. Évidemment, on normalisait les salaires, hein, en salaire normalisé par les prix, avec la bonne année de référence. Donc, on normalise les salaires et on regarde, eh bien, on voit que plus on est dans un salaire, disons, plus on est dans des gens à un salaire donné, on a plus de chances que ça soit d'une firme qui soit intensive en R&D. Plus le salaire est élevé, là, on regarde, prenez un salaire, est-ce qu'il a plus de chances ou moins de chances de venir d'une firme innovante ou pas innovante. Plus le salaire est élevé, plus il a de chances de venir, d'émaner de quelqu'un qui travaille dans une firme innovante. C'est une autre manière de regarder ce que j'ai regardé tout à l'heure. C'est une autre manière de regarder ça, quoi, si vous voulez. Mais enfin, là, je regarde en coupe et je dis, plus un salaire est élevé, plus il a de chances de venir d'une firme plus innovante. C'est juste pour vous donner un sens des données. Vous voyez, je vois un peu qu'ici, vous sentiez un peu comment on approche des données. Là, je suis vraiment dans la recherche en train de se faire. Donc, je suis au milieu de la recherche, là. Donc, vous découvrez avec nous les données que nous découvrons. Hein, vous les découvrez pratiquement en même temps que nous, hein, d'accord? Alors maintenant, au sein même des firmes innovantes, on voit que plus une firme dépense en R&D, plus le salaire moyen dans la firme augmente. Donc, ce n'est pas juste entre innovant et pas innovant. Vous vous restreignez aux firmes innovantes et vous voyez que plus elles investissent en R&D, plus elles sont innovantes, si vous voulez, dans ce sens-là, et mieux elles payent leurs employés. D'accord? Tout ça est, bon, assez finalement naturel et c'est quand même très sympa ces courbes. Hein. Déjà de les obtenir, vous êtes bagarrés. Je peux vous dire que pour avoir ces courbes-là, d'abord pendant un certain temps, vous ne avez pas les données qu'il faut. Ensuite, l'Office de National Statistics vous dit que vous ne pouvez pas les montrer, ces courbes. Vous devez les photographier, vous ne pouvez pas les montrer. Et donc c'est tout un travail. Je veux dire, avant de pouvoir montrer quoi que ce soit, ça prend beaucoup de temps. Alors ensuite, il y a la part des temps pleins. Plus une firme investit en R&D, plus la part des gens à temps plein est importante. Ça, c'est intéressant. Donc, en général, les grands employeurs à temps partiel sont des firmes moins innovantes. C'est intéressant. Donc, le lien entre innovation et emploi à temps plein versus temps partiel. C'est quelque chose d'intéressant. On parlait d'Alstom.
ben, un des problèmes d'Alstom, c'est que Alstom n'a pas innové suffisamment. Hein. Les locomotives de fret, ils auraient pu innover plus. Les TGV, moi, on me dit maintenant, ces gens de la SNCF, qu'on était les meilleurs, mais Siemens en TGV, voilà, donc il faut innover, c'est très important, parce que l'innovation, c'est un des grands moyens de maintenir l'emploi. On voit bien, là. La part de R&D externalisée, donc la R&D essentiellement est faite en partie à l'intérieur, mais aussi on peut faire de la R&D ailleurs, vous voyez, par exemple dans des labos de recherche ou à l'extérieur, et on voit que plus une firme est innovante, plus aussi elle sous-traite de la R&D. C'est intéressant ça aussi, c'est cette sous-traitance de la R&D. On croit toujours qu'on sous-traite en bas et jamais en haut de la chaîne de valeur, mais on sous-traite également en haut de la chaîne de valeur. Alors là, maintenant, je ne vais pas vous embêter avec des régressions, mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on régresse, si vous voulez, le salaire dans une firme innovante ou pas innovante au temps T par rapport au niveau de dépenses en R&D, voilà, et plein de choses, d'accord? Et on corrige pour la géographie, pour le temps, pour l'interaction entre les deux, toutes sortes de trucs qui pourraient affecter les entreprises en Grande-Bretagne, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit effectivement dans les régressions qu'il y a cette corrélation très positive entre les dépenses en R&D et le salaire, quoi, voilà. Et à tous les âges, en fait. Donc c'est intéressant, on contrôle pour l'âge. Alors évidemment, l'âge est un facteur positif, et là on voit l'effet de l'expérience. Quand on est plus vieux, on gagne plus, c'est l'effet de l'expérience. L'expérience agit sur le salaire, évidemment. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, les hommes gagnent plus que les... évidemment, c'est malheureux, mais les hommes gagnent plus que les... évidemment, c'est un très mauvais évidemment, évidemment. Hein. C'est un évidemment dont on ne veut pas, voilà. Mais that's life, hein, il faut que ça change, évidemment. J'arrête de dire évidemment, d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, je vais arriver... Tout ça, c'est des choses sympathiques, pas la dernière chose que je viens de dire, n'est pas sympathique du tout. Mais voilà, c'est déjà ça vous donne un sens des données. Vous commencez à sentir les données, vous voyez. Et maintenant, avec ces données, il faut les faire parler, il faut raconter une histoire. Parce que pour le moment, ça ne décolle pas. Vous voyez, on voit les choses. Bon, les firmes innovantes, elles payent mieux que les firmes pas innovantes. Ce n'est pas un scoop. Vous écrivez un papier pour dire ça, les gens ne vont pas dire « Ah là là, c'est extraordinaire, etc. » Donc tout d'un coup, on va regarder les niveaux de compétences. Alors, les niveaux de compétences, on regarde les types de professions dans l'entreprise, d'accord? Et le niveau d'études moyen. Et on met les deux ensemble et on construit des niveaux de compétences. Ça, c'est une classification qui est faite par l'Office de la statistique britannique. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Donc, par exemple, le niveau 6, c'est le niveau maximum. Scientifique avec un doctorat. Niveau 5, manager et consultant. Alors, il y a peut-être des gens qui sont scientifiques et doctorats qui sont également managers. Ben, en tout cas, ils sont dans le 5-6. Et niveau 1, c'est niveau d'études inférieures ou égal au secondaire, mais qui va avec, disons, emploi, manutentionnaire, etc. Donc, si vous voulez, vous avez une classification de diplômes croisés avec occupation, ou l'un versus l'autre. Alors, il y a des professions qui ne sont pas classées, je ne les considère pas, parce que je ne sais pas faire. Voilà. Et alors là, on voit la chose intéressante, c'est qu'évidemment, le salaire, donc oubliez les gens qui ne sont pas classés, mais évidemment, le salaire des gens en catégorie 6, c'est plus élevé qu'en catégorie 5, plus élevé qu'en catégorie 3. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez qu'également, plus vous êtes dans un niveau de compétences élevé, plus vous avez une fraction élevée des gens qui sont plein temps. Les temps partiels sont des gens typiquement moins qualifiés. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Et voilà. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment, je ne veux pas vraiment dire de choses sur l'âge et le gender. Voilà. Alors maintenant, là, on arrive à des choses très intéressantes également. C'est que les firmes innovantes, voilà, là on regarde les firmes, on classe les firmes en termes de niveau d'innovation, un niveau, disons, de dépenses en R&D. Et la courbe en rouge vous montre la part des travailleurs, disons la fraction de travailleurs qui sont non qualifiés. Et on voit que plus une entreprise est intensive en R&D, moins et la proportion de non qualifiés est importante. Vous voyez, je veux dire, donc des firmes très innovantes ont plutôt beaucoup de gens qualifiés et peu de gens non qualifiés qui travaillent dans l'entreprise. Une firme peu innovante a plus de gens non qualifiés et moins de gens qualifiés. Ce n'est pas un scoop que je vous dise ça, d'accord? Voilà. Ce qui est intéressant, ce qui n'est pas très surprenant non plus, c'est que la part des qualifiés, donc la part des non qualifiés diminue et la part des qualifiés augmente à mesure qu'une firme devient plus innovante, d'accord? Plus on est innovant, plus on a une fraction élevée de qualifiés et moins on a, évidemment, l'un est complémentaire de l'autre, d'accord? Ça, c'est logique. Jusqu'à maintenant, pas de scoop. Mais j'arrive au scoop. Le scoop, il est là.
Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'était vraiment... Voilà. Et ça montre comment on marche en chair, parce que là, c'est vraiment le résultat nous est tombé sur la figure, parce que je m'attendais au contraire. Voilà. D'accord? Et maintenant, on essaie de comprendre. Vous voyez, je veux vraiment, que vous suiviez avec moi cette démarche en temps réel. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez... Eh bien, vous dites, voilà, je vais comparer, je vais prendre un travailleur qualifié en haut de la distribution des qualifications versus en bas, et je vais voir qu'est-ce qui gagnerait dans une entreprise innovante par rapport à pas innovante. Et je vois que pour un qualifié, eh bien, il gagne à peu près la même chose, qu'il soit dans une firme innovante ou pas, ça va être comme un manager ou comme un type très... Il va gagner très bien dans les deux types d'entreprises. En fait, c'est un marché très concurrentiel, le marché pour les gens très qualifiés. Et eux, ils gagnent très bien. Ils ont un CV, ils ont une expérience, ils peuvent travailler dans une firme avec beaucoup de gens non qualifiés, avec peu de gens non qualifiés, innovantes, pas innovantes, ils gagnent à peu près la même chose. C'est très intéressant. L'expérience joue un rôle, évidemment, tous les gens gagnent avec l'âge, donc l'expérience fait que tout le monde augmente son salaire, mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous prenez quelqu'un de très qualifié, en haut de la qualification, de l'échelle de qualification, ça ne fait pas beaucoup de différence pour lui ou pour elle de travailler dans une firme innovante ou pas innovante. C'est intéressant. Et alors que le truc, alors là, la surprise est venue là, c'est que quand vous êtes quelqu'un de peu qualifié, eh bien là, ça fait une grosse différence de travailler dans une firme plus innovante. Moi, je pensais, skill bias technical change, moi, je pensais que comme c'était skill bias, c'était les qualifiés qui allaient profiter plus d'être dans une firme plus innovante. Eh bien, c'est le contraire qui se passe. On s'est dit, on s'est trompé, on a recommencé, on l'a fait plein de fois, et le résultat revenait, quoi. Et on se dit, mais à un moment donné, il faut essayer de comprendre, ça ne peut pas être faux, quoi. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, on s'est dit, on va essayer de comprendre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que même au sein, là, j'ai regardé innovant versus pas innovant, mais si je regarde au sein, parmi les firmes innovantes, eh bien, on voit que les firmes les plus innovantes payent à peu près le même salaire aux gens qualifiés. Vous voyez, ils se gardent, et c'est à peu près, elle est verticale, elle est horizontale cette courbe-là, vous voyez, pratiquement. Tandis qu'une firme plus innovante va payer mieux quelqu'un de pas qualifié qu'une firme peu innovante, vous voyez. Donc je retrouve ce que je retrouvais entre innovant et pas du tout innovant, je retrouve plus on est innovant, mieux on paye ces non qualifiés, alors que ça ne fait pas beaucoup de différence, aucune différence visible pour les très qualifiés. Et on veut comprendre ça. Alors la question, c'est d'où ça vient. Et là, alors ça c'est confirmé par la régression. À nouveau, on régresse les salaires et on régresse les salaires pour vous voyez, on régresse le salaire par rapport à innovant. Eh bien, on voit que c'est plus important là que là. Vous voyez le coefficient ici, il est près de 4 fois le coefficient là, plus de 4 fois aussi grand que celui-là, vous voyez. Pour quelqu'un de peu qualifié, ça fait, vous voyez, d'être dans une firme plus innovante, le coefficient là est 4 fois plus grand que ce coefficient. Vous voyez? Pardon? Ah oui, bien sûr, je peux faire ça. C'est à peu près, moi, vous voyez, l'innovation, comme je suis très mauvais à la pratiquer, je crois que c'est le maximum que je puisse faire, vous voyez? Bien sûr que je peux mettre le plein écran. Voilà. Alors du coup, voilà. Ça vous va comme ça? J'aurais pu faire zoomer un peu, hein, mais ça je ferai, voilà, je zoomerai dans les... Voilà. Mais en tout cas, c'est très intéressant, on voit vraiment cette différence-là, vous voyez, et on veut essayer de la comprendre. Alors maintenant, une explication possible, et on s'est dit, il y en a plusieurs, et à nouveau, il faut toujours essayer plusieurs explications, et chaque explication, elle a ses implications collatérales. Et comment vous faites? Vous essayez différentes explications et vous dites, mais si c'est celle-là, elle devrait aussi impliquer telle chose, telle chose, telle chose. Et il faut retourner aux données pour voir si c'est vrai. Si c'est une autre explication, elle impliquerait telle autre chose, telle autre chose, telle autre chose. Et vous retournez aux données pour voir si c'est vrai. Et vous voyez, c'est comme ça que vous regardez. C'est par ce va-et-vient, vous voyez, entre les explications qui est la théorie, si vous voulez, et l'empirique. C'est comme ça que vous progressez. Donc, une explication possible, c'est que les entreprises innovantes vont sélectionner les individus ayant le plus d'expérience parmi les moins qualifiés pour travailler mieux avec les qualifiés. Et ça va de pair un peu avec l'idée que les entreprises plus innovantes tentent à être plus plates. Vous voyez, il y a deux types de firmes, vous voyez, en gros. Vous avez des firmes très hiérarchiques, mais ça, c'est des firmes qui vraiment jouent sur les rendements d'échelle. Et puis, vous avez des firmes très innovantes où tout le monde se parle au même étage. Donc, les firmes très hiérarchiques sont comme ça, vous voyez. Et donc là, je retombe sur Hart hein, et Holmström, hein. Et c'est là que Hart et Holmström, ça rejoint la théorie de la croissance. C'est ça mon domaine, c'est vraiment de combiner. Quoi. Alors que vous avez peut-être une firme qui est comme ça, et voilà. Et là, vous voyez, elle est beaucoup plus plate. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des firmes très hiérarchiques. Et typiquement là, vous pouvez avoir les gens qualifiés sont là. Et là, vous avez tous les non qualifiés qui travaillent.
Tandis que là, vous avez des gens qui interagissent les uns avec les autres, et vous avez typiquement des gens très qualifiés qui ont besoin de low skill, mais de low skill avec de l'expérience, vous voyez ce que je veux dire, qui peuvent être très efficaces avec eux, vous voyez, et parce qu'il y a une forte complémentarité entre eux. Tandis que là, la complémentarité, elle est moins grande, vous voyez. Et c'est typiquement ce qui se passe. Dans des firmes plus innovantes, c'est des firmes avec moins de contremaîtres, moins de niveaux intermédiaires, et où on est très horizontal, on interagit tous au même étage, et on doit, hop, 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 ça doit réagir tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a besoin de gens expérimentés, voilà, qui répondent tout de suite, quoi. Et donc, si vous voulez, voilà, ça c'est là. Et alors, évidemment, l'expérience, je ne peux pas la mesurer directement, mais je peux la relier à l'âge ou à la durée du contrat. Depuis combien de temps la personne est employée dans l'entreprise, ou je connais l'âge de la personne. Ça, je connais dans mes données. Et là, c'est très intéressant, parce que là, qu'est-ce que vous voyez là? C'est que là, je regarde le degré d'innovation de la firme, mesuré par les dépenses en R&D, et là, je vois que plus une firme est innovante, plus les low skills ont été employés depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, si vous prenez un low skill en général, eh bien, quand vous êtes dans une firme très innovante, ils ont été là depuis longtemps. Quand vous êtes dans une firme peu innovante, la plupart des low skills, vous venez de les embaucher, quoi. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a l'expérience. Et l'autre chose très intéressante, c'est que la part des low skills, évidemment, comme j'avais dit tout à l'heure, elle baisse avec R&D. Ça, je l'avais montré déjà. Donc, plus une firme est innovante, je savais déjà cette courbe, moins vous avez de low skills, mais les low skills que vous gardez, c'est des low skills très expérimentés. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une explication. Je pense qu'il y a des explications complémentaires qui est fait que le marché pour les high skills est très compétitif, alors que le marché pour les low skills, c'est typiquement dans l'entreprise, c'est des skills qui sont spécifiques à l'entreprise. Et là, il n'y a pas vraiment, ce n'est pas le marché uniquement qui joue. C'est vous qui devez monitorer vos low skills. Donc vous leur dites, je vais vous payer bien, parce que dans les firmes innovantes, vous voulez bien les payer, parce que si ça ne se passe pas bien, ben, les pertes sont énormes. Vous vous dites, ben, je vais vous payer très bien, mais si je vois que vous ne faites pas le truc bien, vous perdez votre emploi. Mais comme vous avez un tellement bon salaire, vous aurez ce qu'on appelle un salaire d'efficience, et vous travaillerez beaucoup plus, vous voyez, très très dur, et je sais que vous travaillerez. Donc je crois qu'il y a à la fois l'idée que je veux des gens plus expérimentés, mais qu'également, disons qu'il y a, je n'ai pas de problème de monitorer un très high skill, parce que tout de suite on voit ce qu'il fait, etc., alors que j'ai un problème de monitorer les lower skills, mais quand je veux monitorer et que je perds énormément si le travail n'est pas bien fait, alors je donne un énorme salaire d'efficience. Donc je pense que là, il y a certainement, je pense que l'effet que j'ai regardé, et donc c'est l'expérience en partie, mais c'est aussi, disons, la nature du marché du travail qui est différente pour les high skills et les low skills, et l'importance de la dimension salaire d'efficience pour les low skills comparés aux high skills. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore regardé avec les données que nous avons. Voilà. Donc là, on est dans les conjectures et on essaie de comprendre et d'approfondir des différentes explications. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que je regarde, en termes d'expérience, je regarde avec l'ancienneté dans l'entreprise et je vois, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que je vois qu'avec l'ancienneté en entreprise, les individus très qualifiés, ils gagnent assez peu avec l'expérience. Vous voyez? Et à peu près pareil dans les firmes innovantes et pas innovantes. Tandis que les individus très peu qualifiés, eh bien, ils vont gagner plus avec l'expérience, et d'autant plus si c'est une firme innovante. Vous voyez? Donc c'est à la fois que ces courbes-là sont plus obliques que ces courbes-là, qui sont plus horizontales, mais qu'en même temps, ces deux courbes-là sont plus distantes l'une d'entre elles que ces deux courbes-là. Et ça, c'est très intéressant également. Vous voyez, là, je vais regarder à l'envers. Tout à l'heure, je regardais plus innovant, moins innovant en fonction de l'expérience. Et maintenant, je regarde le gain à l'expérience en fonction selon que c'est innovant et pas innovant. Et c'est intéressant comme... voilà. Alors, simplement, en conclusion de cette partie, salaire moyen plus important dans les firmes innovantes. Étonnamment, c'est étonnement, mais c'est étonnamment. L'intensité de R&D de la firme affecte plus les salaires des employés moins qualifiés que ceux des employés très qualifiés. Explication, est-ce que c'était skill bias, technical change? Non, ça va dans l'autre sens. Et alors je pense que le fait que les moins qualifiés gagnent plus, on pense qu'en tout cas, ça a quelque chose à voir avec l'expérience et le fait que l'expérience a à voir peut-être avec le fait que l'importance de l'expérience est importante dans les firmes innovantes qui typiquement sont organisées de cette façon-là, plutôt de cette façon-là. Et là, c'est intéressant d'aller regarder dans l'organisation interne des entreprises, voir comment la hiérarchie des entreprises influe sur ces phénomènes. Et vous voyez comment on progresse dans la compréhension d'un phénomène, théorie et empirique, l'un côte à côte. Vous voyez, marchant côte à côte. Voilà. Donc voilà.
donc je voulais maintenant passer à la dernière partie. Il est quelle heure maintenant? Ah, mais il est moins 10. Ah ben d'accord. Donc je vais arriver à la conclusion. C'est merveilleux. Je n'avais pas du tout prévu que je serais dans les temps. Donc le bloc 4, en gros, c'est la conclusion. Je voulais simplement vous parler de réconcilier croissance et maîtrise des inégalités. Et en gros, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'innovation, c'est vrai, affecte l'inégalité tout en haut de la distribution, mais la mobilité sociale, c'est plutôt sympa pour la mobilité sociale et ça n'affecte pas l'inégalité au sens large. Alors, est-ce que ça donne un espoir? C'est-à-dire que quelque part, il y a quand même l'idée, on veut rendre la croissance inclusive. Alors, pourquoi on peut vouloir rendre la croissance inclusive? D'abord parce qu'on veut qu'elle soit inclusive. On croit dans une société soudée. Des sociétés avec des disparités excessives sont des sociétés évidemment moins soudées. La Colombie est un exemple extrême, si vous voulez, de ce que peut donner l'inégalité extrême dans un pays. Ça, c'est le cas extrême, évidemment. Mais également en Europe, ça vous donne Trump et le Brexit, quoi. Quand vous avez des zones où vous avez des gens peu éduqués, avec peu de débouchés, avec peu de perspectives d'avenir, etc., eh bien, ils votent pour le Brexit ou ils votent pour Trump. Et donc, on veut éviter. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir une croissance par l'innovation? Il y a des gens qui vous diront, eh bien, si on veut ça, il faut renoncer à innover, il faut renoncer, voilà, tant pis, quoi. La croissance par l'innovation, ça vous donne l'inégalité, donc jetons le bébé avec l'eau sale du bain. Et moi, je dis non, ben, pas du tout. Il y a de l'espoir. Pourquoi il y a de l'espoir? Parce qu'on sait que l'innovation frontière, on sait que l'éducation et l'éducation supérieure jouent un rôle très important comme innovation. Je vous l'ai montré quand j'ai parlé de l'instrument que j'avais choisi pour l'innovation, quand je faisais mes régressions de l'innovation sur les inégalités. J'avais montré que là où on dépend plus en éducation et en université, ça joue sur l'innovation. Il y a un autre facteur qui est la concurrence. Ça, je l'ai vu l'an dernier, que la concurrence est un élément d'innovation parce qu'on innove pour échapper à la concurrence. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, et que l'innovation, pour avoir de l'innovation, il faut de l'entrée et de la sortie. Pour ça, il faut des marchés concurrentiels. Si vous avez des grosses barrières à l'entrée, ça ne se passe pas. Ce processus est entravé. Et qu'il faut également de la flexibilité sur le marché des biens, du travail, c'est-à-dire, je dirais, de la mobilité sur le marché du travail, parce que quand vous avez une économie où sans arrêt de nouvelles activités remplacent d'anciennes activités, eh bien, vous avez sans arrêt, eh bien, il faut changer d'activité, et donc vous pouvez avoir besoin d'embaucher de nouveaux travailleurs, de vous séparer de travailleurs qui travaillent avec vous, et donc on est amené dans sa carrière à changer de secteur, d'entreprise, beaucoup plus souvent dans une économie innovante que dans une économie peu innovante. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est comment ces sources-là affectent les mesures d'inégalité, et en particulier la mobilité sociale. Alors, ce que j'ai fait là, c'est de regarder d'abord l'éducation. Je regarde l'éducation, et là, ça vient directement de Chetty, et je regarde comment, je suis donc dans mes zones municipales américaines, et je regarde les zones, la mobilité sociale dans ces zones, donc le revenu des parents par rapport au revenu, le revenu des enfants par rapport au revenu des parents, selon l'éducation. Et je vois que dans les zones où l'équivalent des tests PISA sont plus gros, eh bien, la mobilité sociale est plus grande. Donc, il y a une corrélation très forte, ça vient du papier de Chetty, ça ne vient pas de moi, il y a une corrélation très nette entre éducation et mobilité sociale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'éducation, c'est bon pour la croissance, ça on le sait, parce qu'on sait que de bons tests PISA, c'est bon pour la croissance. Ça, je peux vous montrer des figures qui montrent des corrélations très nettes entre croissance ou innovation d'un côté et qualité de l'éducation de l'autre. Mais on voit aussi que l'éducation est bonne pour la mobilité sociale. Donc l'éducation, vous prenez, je prends. Hein, l'éducation, ça me donne la croissance par l'innovation et la mobilité sociale, je prends. Maintenant, quid des deux autres? Maintenant, je vais regarder la concurrence, disons que le dynamisme sur le marché des produits. Donc là, ce que j'ai regardé dans l'axe horizontal, c'est le taux auquel de nouvelles entreprises remplacent d'anciennes entreprises. Et en vertical, je regarde une mesure inverse de la mobilité sociale, c'est-à-dire le différentiel de revenus entre un fils de riche et un fils de pauvre, d'accord ? Et je fais cette mesure. Et on voit qu'en fait, aux États-Unis, les endroits où il y a le plus de turnover, où il y a le plus de remplacement d'anciennes activités par de nouvelles activités, sont également les endroits où vous avez le plus de mobilité sociale. C'est des corrélations, hein. Ce n'est pas de la causalité pour le moment. Mais au moins, on voit que ça va dans le même sens. Et alors après, je peux regarder le marché du travail. De la même manière, je mesure le dynamisme du marché du travail par le taux auquel des nouveaux jobs sont détruits, les anciens jobs sont détruits et des nouveaux jobs sont créés. Et ça, voilà, il y a une mesure, il y a des économistes, Davis et Altiwanger, qui ont construit des mesures de turnover aux États-Unis.
Et je vous écris le nom. Et je prends leur mesure, là, en abscisse, et en ordonnée, et on prend la mesure inverse de mobilité sociale. Ça, c'est des régressions qu'on a faites avec Alexandra Roulet, qui est une coautrice, qui termine son PhD à Harvard cette année. Et on voit qu'également, les endroits aux États-Unis où il y a le plus de job turnover, donc le plus de dynamisme du marché du travail, ce qui nous manque chez nous. Chez nous, c'est très bas, on a un taux de turnover très insuffisant, à la fois pour les entreprises et pour le travail. C'est les endroits aux États-Unis où il y a le plus de mobilité sociale. Alors ça ne veut pas dire que c'est une causalité, mais en tout cas c'est encourageant, parce que ça va en fait avec l'innovation. On sait que l'innovation, elle induit du remplacement d'activités anciennes par des activités nouvelles, du remplacement d'anciens jobs par de nouveaux jobs. Et elle induit de la mobilité sociale. Donc, si vous voulez, peut-être que c'est justement parce que l'innovation est derrière, mais il y a également cet espoir que finalement, eh bien, vous voyez, vous regardez. Alors évidemment, comment vous allez organiser le marché du travail va aussi jouer un rôle. Par exemple, chez nous, comme je disais précédemment, on a une formation professionnelle qui ne fonctionne pas du tout en France. Si on avait une formation professionnelle qui fonctionnait bien, on aurait une relation beaucoup plus positive chez nous entre, là j'ai regardé aux États-Unis, mais chez nous, peut-être qu'on n'a pas une relation aussi positive entre mobilité sociale et taux de destruction et de création d'emplois. Mais si on avait un système de formation professionnelle meilleur, on aurait peut-être une relation plus positive. Donc ce n'est pas seulement qu'on peut le faire, c'est qu'on peut organiser les choses de manière à maximiser. Mais on voit qu'en tout cas, a priori, ce n'est pas contradictoire. Vous faites plus d'éducation, plus de dynamisme du marché des biens et services, plus de dynamisme du marché du travail, eh bien, normalement, ça devrait aller dans le sens de non seulement plus de croissance par l'innovation, mais plus de mobilité sociale. Évidemment, tout dépend comment vous le faites. Et le tout est là, c'est comment vous allez le faire. Mais en tout cas, il y a l'espoir que ça puisse être fait. Alors maintenant, vous allez vous dire, mais Aghion, finalement, il parle de la mobilité sociale, il parle de l'inégalité au sens large, et il a l'air de se moquer du fait que la part du top 1% soit trop élevée ou pas. Bon, c'est vrai que moi, je pense que c'est toujours important de regarder, de s'assurer qu'il n'y a pas de trappe de pauvreté et que les gens ne tombent jamais dans une trappe et peuvent toujours rebondir. C'est le plus important. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais se soucier de la part du top 1%? Là, il y a une idée qui dit que non, parce qu'il y a toujours le danger que les innovateurs d'hier qui ont gagné beaucoup aujourd'hui se transforment d'abord en rentiers. Peut-être que Steve Jobs, s'il avait vécu plus longtemps, serait devenu un Carlos Slim, finalement. Steve Jobs était un inventeur, il a gagné beaucoup d'argent en innovant, Carlos Slim en faisant autre chose, mais peut-être que si on était un innovateur hier, on devient Carlos Slim aujourd'hui. Et donc, et le danger, c'est que l'innovateur d'hier utilise ses richesses accumulées aujourd'hui pour barrer la route, pour faire du lobbying, justement, pour barrer la route à de nouvelles innovations. Alors, comment vous traitez ce problème? En partie, peut-être par la fiscalité, mais je crois beaucoup aussi à l'antitrust, à une politique de concurrence, c'est-à-dire qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour réduire les barrières à l'entrée. Donc, ce n'est pas juste la politique fiscale, c'est également la politique de la concurrence qui est très importante. Et puis, il faut s'assurer que les gens qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas financer de manière inconsidérée les campagnes électorales. C'est très important. Aux États-Unis, la Cour suprême avait passé un amendement qui permettait, sans limite aux compagnies, c'était le regretté Scalia, Antonin, il s'appelait lui aussi, mais de permettre de manière à financer les campagnes. Ça, je pense que ce n'est pas bon du tout, parce que ça favorise les gens en place qui biaisent le processus politique, évidemment, en donnant des faveurs et en disant je t'ai aidé à gagner, maintenant tu me dois de mettre les barrières qu'il faut. Donc ça, c'est tout. Donc c'est intéressant parce que c'est la politique fiscale, mais c'est la politique fiscale avec d'autres politiques, concurrence, règles de financement des campagnes, c'est tous ces aspects-là qui doivent être traités. C'est pour ça que maintenant le débat est si important sur le financement des campagnes, évidemment. On doit traiter ces aspects-là ensemble, mais en tout cas, il y a espoir de faire la chose. Donc voilà. Alors je veux juste parler de la Suède brièvement. La Suède est un pays qui avait un système fiscal presque aussi mauvais que celui que nous avons en France maintenant. Ils ont fait une réforme fiscale intelligente. Ils avaient un taux maximum d'imposition marginale à 90%, ils l'ont mis à 57% sur le revenu du travail. Ils ont mis un taux d'imposition sur le revenu du capital forfaitaire à 30%. Ils auraient peut-être pu augmenter un peu le foncier par rapport au pas foncier. Je ne sais pas où en est la taxe foncière chez eux. Et ils ont mis l'impôt sur les sociétés à 20%. Et ils ont fait une réforme de l'État en même temps. Il fallait réformer l'État. Ils ont fait tout ce que nous, il faut qu'on fasse. Et regardez la croissance chez eux, elle a été multipliée par 4. Vous ne le voyez pas là, mais le taux de croissance ici est de 0,8 ou quelque chose, 0,7.
et il est de presque 4 fois 7, il est presque de 2,8 à peu près après, quoi. C'est extraordinaire ce qui s'est passé en Suède. Ils ont vraiment fait rebondir leur croissance et grâce à ces réformes. Tandis que le Japon, qui n'a pas réformé, justement, il y avait toute la période de croissance des années 60, vous avez ces gros conglomérats qui s'appellent les Keiretsus, et les Keiretsus bloquent toute réforme au Japon. En plus, vous avez une population qui devient de plus en plus âgée, qui de plus en moins veut des réformes. Et là, le Japon, c'est le contraire, la croissance ralentit au Japon. Et alors, évidemment, ils ont fait ces réformes en Suède. L'inégalité, la croissance, elle a été dopée. L'innovation mesurée par les brevets en Suède, ça a été dopé. Mais l'inégalité au top 1% a augmenté, ce n'est pas surprenant. Et l'inégalité Gini, elle a augmenté un tout petit peu, mais beaucoup moins que le top income inequality. Et la mobilité sociale n'a pas baissé. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans la réforme suédoise. Ils ont réussi à réformer le pays en préservant le modèle social, sans faire baisser la mobilité sociale. Ils ont un petit peu augmenté l'inégalité au sens large. Ils ont certes augmenté l'inégalité en haut, mais ils ont préservé leur modèle social. Donc ils ont quand même préservé la mobilité sociale et augmenté fortement la croissance par l'innovation. Bon, en tout cas, ça montre qu'on peut faire des choses. Je ne dis pas qu'il faut tout faire comme ils ont fait. Il y a des réformes qu'ils ont faites sur l'éducation notamment, dont on pourrait parler pendant des heures, qui ne sont pas les meilleures réformes qu'ils auraient pu faire. Ils avaient un système comme le système finlandais, ils s'en sont éloignés, mais on peut faire des choses. Et donc voilà, donc je voulais voilà un petit peu comment je vois, moi, le débat sur inégalité, innovation, mobilité sociale et les implications, en tout cas, comment penser la réforme. Et voilà, et donc je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il est juste, maintenant, il est juste 16 heures, non 2, merci.